Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui parce que j'ai des choses à vous raconter. Cette vidéo, je l'ai tournée en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous raconter une histoire. Dans la deuxième, je vais vous donner un petit cours. Et dans la troisième, je vais parler de l'avenir. Alors on commence par la première. Dans cette première partie, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé et pourquoi je suis là aujourd'hui. Lorsque Fruitstock m'a demandé de participer à son festival cette année, et d'y donner une conférence et d'animer des ateliers d'évaluation sensorielle, j'ai été enchanté. Et j'avais donc l'intention de vous présenter l'aboutissement d'un gros travail que j'ai appelé l'alimentation nouvelle, qui intègre l'alimentation sensorielle et plein d'autres choses. Donc c'était mon idée, j'étais enchanté, le festival arrive, pour moi c'est un petit peu, j'ai écrit une partition et je vais au festival Woodstock pour vous jouer mon morceau. Et manque de bol, je ne peux pas y aller, c'est râpé, donc je vous fais cette vidéo à l'avance. Donc j'ai représenté ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire de comparer, entre guillemets, le destin du cueilleur avec le destin d'un homme d'aujourd'hui. Et au moment où je remplissais ça, j'étais concentré sur ces deux destins. J'avais une situation particulière, dans la mesure où j'avais mis un télescope dans l'œil gauche et un microscope dans l'œil droit. Alors, le télescope, ce qui permet de voir les étoiles et les profondeurs du temps, avec lequel j'ai pu observer ce qui se passait chez le cueilleur il y a des millions et des millions d'années. Et puis avec le microscope, j'ai pu observer le temps présent, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la naissance d'un homme d'aujourd'hui. Et donc j'étais vraiment concentré sur ces deux choses-là. Et consciencieusement, j'ai néanmoins légendé mon schéma, jusqu'à marquer un temps d'arrêt, à un moment où j'ai dû qualifier une portion de mon raisonnement concernant le liquide amniotique, les alimentations de la petite enfance, le liquide amniotique et le lait maternel. Et là, puisque j'avais qualifié sur le plan de la transformation, les aliments transformés, les aliments natifs, je l'ai fait pour tout le raisonnement, et là je me suis retrouvé un peu désemparé quand il a fallu que je qualifie ces deux aliments normaux pour l'enfance, le liquide amniotique et le lait maternel. Alors, est-ce que c'est transformé? Est-ce que c'est pas transformé? Puisque tout le reste du raisonnement s'appuie sur l'existence d'une transformation ou d'une non-transformation. Et j'ai un peu cogité, je me suis dit, mais bon sang, oui, cette alimentation de la petite enfance, elle est effectivement transformée par la mère, comme le pommier transforme la pomme pour son avenir, pour qu'elle soit plantée, qu'elle pousse un arbre, etc. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'alimentation de la mère, elle est transformée pour servir sa progéniture, pour servir l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une association, la maman fabrique le plaisir et l'associe directement à une alimentation idéale pour l'enfant. Donc on a une logique, on a le plaisir, alimentation idéale pour l'enfant. Alors c'est important parce que plus tard on verra que le plaisir fabriqué par l'homme n'est pas du tout fait pour le bien de celui qui va le manger. Mais là c'est le cas. Et il faut noter que ce plaisir, quand on va qualifier de sensoriel, il est antérieur au plaisir d'une qualité mentale, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que ce plaisir existe par l'évolution pour qu'ensuite on puisse le détourner et s'en servir pour des raisons culturelles et tout un tas d'autres choses. Donc il y a une antériorité du plaisir sensoriel parce que derrière lui il y a une fonction. Alors que derrière le plaisir pour le plaisir, il n'y a pas de fonction si ce n'est le plaisir. Donc je me retrouve brusquement devant mon schéma complété et je vois que si c'est transformé, eh bien juste à la fin du sevrage, il y a une transition alimentaire. Obligé, sans discussion possible. L'organisme qui est avec le liquide amniotique toujours bon, le lait maternel toujours bon et qui évolue au fur et à mesure avec les besoins, sur mon schéma, j'ai donc inscrit transition alimentaire à un endroit où j'étais jamais allé.
Et brusquement, sur mon schéma, j'ai vu qu'il y en avait 2 de transition alimentaire. Jamais j'avais imaginé, lorsque je travaillais sur la transition alimentaire permettant de réhabiliter un peu plus d'ordre dans l'alimentation d'aujourd'hui, j'ai imaginé qu'il puisse y avoir une autre transition alimentaire dont j'ignorais tout du destin. Et là, je l'ai vu. Là, c'était évident et ça a fait un clash dans mon cerveau. D'un seul coup, j'ai compris que j'avais trouvé la dernière pièce du puzzle que j'avais commencé à assembler il y a 35 ans. J'ai compris, cette pièce est venue. Il y a naturellement une transition alimentaire qui intervient à la fin du sevrage et qui prépare l'individu à une nouvelle vie. Il vient d'un monde de certitude dans le ventre de sa mère et il va vers un monde d'incertitude. Et c'est pas avec la même tête qu'on peut gérer ces 2 choses-là. Et d'un seul coup, j'ai compris. Et j'ai compris à 2 niveaux. J'ai compris comment l'histoire du culinaire est venue perturber l'avenir de l'homme. Et j'ai compris comment cette machination était entretenue à chaque naissance. Aujourd'hui, chaque enfant qui naît sait qu'il va passer sa vie avec un psychisme d'enfant jusqu'à la fin de ses jours. Il le sait, c'est une obligation. L'alimentation transformée, c'est installé et devenu invisible en tant qu'alternative à une vérité dont on n'a même plus conscience. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une alternative, c'est-à-dire qu'il était possible de réparer cette injustice énorme, fondamentale, que tous les êtres vivants sur Terre ont subi et subiront tant que les choses ne changeront pas. C'est cette transition alimentaire de lait qui est éradiquée de notre histoire et qui nous empêche de devenir adultes, capables d'affronter l'incertitude du monde d'adultes. D'un seul coup, devant mon schéma, j'ai réalisé que cette pièce manquante me permettait de résoudre 2 questions fondamentales auxquelles je n'avais jamais pu répondre. J'ai travaillé sur ce qu'il fallait faire par rapport à une situation qui était catastrophique, mais je n'avais jamais compris comment et pourquoi tout ça s'est mis en place. Or, c'est vachement important quand on arrive avec quelque chose dans l'idée d'une idée d'alternative à une situation qui cloche. Eh bien, c'est vraiment important de comprendre comment ça a commencé et pourquoi c'est resté, pourquoi ça s'est entretenu. Et c'est ce que m'a permis cette compréhension. Quand j'ai vu ces 2 transitions alimentaires, l'existence d'une première transition alimentaire de lait, qui est naturelle, normale, qui n'a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin d'aller à l'école, il n'y a pas besoin de coach, il n'y a besoin de rien. Elle se fait naturellement si on reste sur sa ligne de conduite de cueilleur. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une alimentation sensorielle après avoir été formaté pour une alimentation mentalisée par la mère, automatique. N'oubliez pas que derrière tout ça, il y a du cerveau. D'un côté, il y a un cerveau reptilien, c'est celui qui fait les choses naturelles, et puis il y a un cerveau du néocortex mental qui, lui, va essayer de faire quelque chose de bien, mais qui va se retrouver confronté à des difficultés insurmontables pour essayer de faire quelque chose de mieux que la nature, après l'avoir rejeté. Donc cette situation s'est mise en place et a perduré, et en regardant avec mon télescope ce qui se passe dans la petite enfance du cueilleur, et en regardant ce qui se passe aujourd'hui, j'ai pu constater où était le bug, comment il était né et pourquoi il perdurerait tant qu'on n'aurait pas compris et qu'on n'aurait pas apporté des solutions. Il y a donc une transition de lait, et c'est là que j'ai compris que la transition alimentaire sur laquelle je travaille depuis des dizaines d'années avait un sens très profond qui venait de cette transition de lait qui a été éjectée de notre histoire et nous a maintenus dans un état de dépendance infantile avec laquelle nous avons construit le monde. Sauf qu'en même temps, il est possible d'organiser une session de rattrapage. C'est-à-dire, quel que soit son âge, j'avais tous les éléments pour mettre en place
le déroulement normal des choses. C'est-à-dire qu'il était possible de procéder à cette transition alimentaire a posteriori, en remplacement de la transition alimentaire qui vous a privé, nous prive encore de notre véritable nature. Parce que tant qu'on n'aura pas un psychisme d'adulte, on n'aura pas tout ce qui va avec chez le cueilleur et qui lui a permis de traverser des millions d'années dans une sérénité totale, sans abîmer la terre et sans rien abîmer autour de lui. Et donc c'est avec une très très grande jubilation que je vais vous présenter le résultat de mon travail, maintenant que je vous ai raconté la petite histoire, et puis cette découverte qui me bluffe encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de jour sans que je vois des conséquences, que les perturbations que cette erreur a engendrées se déclinent dans une infinité de domaines, parce que l'alimentation est partout. Hein, ça va de la psychiatrie à toutes les études anthropologiques, à une multitude de disciplines. La véritable nature de l'homme nous est totalement cachée. Et cette session de transition de rattrapage permet de réajuster les choses et de faire renaître l'esprit du cueilleur qui est ancré profondément en chacun de nous, qui a juste été écrasé par toute l'histoire que je viens de vous raconter. Donc maintenant que je vous ai fait part de mon enthousiasme, maintenant je vais vous parler de tout ça sur le fond du PowerPoint que je vous ai préparé. Maintenant que je vous ai décrit la genèse de cette découverte qui me bouleverse, maintenant, je vais vous présenter le PowerPoint. Tout d'abord, avec la carte alimentaire de la santé, qui représente en fait le théâtre de cette histoire, l'environnement, le cadre. Je l'ai déjà publié, donc je ne vais pas vous la raconter en détail, mais sur cette carte, j'ai représenté deux océans, l'océan culinaire et l'océan crulinaire. L'un est dominé par le néocortex et l'autre est dirigé par le paléocortex. Et au sein de chacune de ces mers, on voit les pratiques, j'ai représenté les différentes pratiques alimentaires qui meublent notre monde aujourd'hui, avec une mer démontée, je ne veux pas rentrer dans les détails, une mer démontée où il y a les fast-food et toute cette dimension, une mer de la tradition, ça c'est la norme, c'est ce que nous avons quasiment tous vécu très probablement. À côté de ça, il y a une mer de la bonne conscience qui matérialise les efforts qu'on peut faire lorsque la mer de la tradition n'apporte pas toutes les satisfactions. Et ensuite, on change de dimension. Là, on donne la main au paléocortex avec la mer de la transition, dont la traversée va permettre d'acquérir tout un tas d'outils, de comportements différents qui vont nous permettre de naviguer ensuite sur toutes les mers. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de présenter quelque chose d'exclusif où il y a une vérité et en dehors de toute cette vérité, il y a uniquement de la culpabilité. Ça, c'est voué à l'échec. Donc sur cette carte, vous avez toute la progression et vous allez pouvoir recadrer tout ce dont je vais vous parler maintenant. Alors je vais vous parler de l'alimentation nouvelle. L'alimentation nouvelle vient compléter l'alimentation sensorielle par laquelle j'ai commencé tout mon travail, et je suis le travail le plus connu que j'ai fait, c'est vraiment l'alimentation sensorielle, mais il y a un certain déséquilibre par rapport à tout ce que j'ai fait par la suite, parce que pour l'alimentation sensorielle, j'ai vraiment dû en faire des tonnes et des tonnes. Mais ce n'est qu'un élément d'une histoire qui, sans le reste, n'aurait aucun sens. Et lorsque ce reste a été mis en place, et il a bien fallu que je donne un autre nom à cette cohérence, et j'ai fait le choix de l'alimentation nouvelle. Et vous allez le comprendre. Le plus important, c'est que l'alimentation nouvelle a une ligne de conduite, c'est pour le meilleur et sans le pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a plein de vérités, et il y a des choses bonnes à prendre et à laisser dans chacune d'entre elles.
Et ce qui est important, c'est d'arriver à faire la synthèse pour utiliser tout ce qui est utilisable et laisser de côté tout ce qui est problématique. Donc c'est vraiment basé sur la connaissance. Quand on connaît, on peut éviter le pire et choisir le meilleur. On n'est pas obligé de faire un tout ou rien et être absolument un saint qui fait tout bien, en dehors de quoi les foudres de l'enfer vous tomberont dessus. C'est pas mon approche du tout. Et je vais vous présenter ça de deux façons, en théorie et en pratique. On commence en théorie et on commence par la petite enfance. La petite enfance est un moment très particulier qui se distingue, sans qu'on sache vraiment pourquoi, très fondamentalement de la vie d'adulte. Le monde de la petite enfance est un monde de dépendance, c'est-à-dire que le nouvel être n'a pas son mot à dire. Il est totalement dépendant de ce que fait sa maman. Je vais écarter un cas particulier, c'est celui de la petite enfance qui est alimentée par du transformé, qui reçoit un liquide amniotique de cueilleur qui est produit par une maman qui mange comme une cueilleuse. Et puis un lait maternel qui est produit par une maman qui mange comme une cueilleuse. Donc le petit enfant, il est dans une situation idéale. Il a une seule chose à dire, c'est je veux, et il prend, et il a. Sa devise, c'est vraiment de prendre. Et ce qu'il va prendre va correspondre à ses besoins. Donc il y a un idéal extraordinaire. Mais là, il va y avoir un changement. Obligé, parce que le monde d'après est un monde d'incertitude. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve dans une situation où c'est lui qui va devoir décider. C'est plus sa maman qui va mettre en place exactement ce qu'il lui faut, le plaisir qu'il faut associé aux besoins exactement comblés, ça va plus être ça. Il va se retrouver dans une situation où c'est lui qui va devoir aller chercher des aliments dans la nature et qui va devoir développer un état interrogatif qui lui permettra de cerner exactement ses besoins, à la fois en qualité et en quantité. En qualité, c'est-à-dire avec une plage alimentaire très très importante, et en quantité par des signaux associés à la fonction, des signaux d'appel sensoriel quand on en a vraiment besoin, et des signaux d'arrêt sensoriel au moment où il faut que ça s'arrête pour les besoins de l'enfant. Donc ce monde d'incertitude est totalement différent du monde des certitudes de la petite enfance. Et la transition entre ces deux mondes est réellement initialisée par un changement de comportement alimentaire très profond, très radical. N'oubliez pas que dans le liquide amniotique, dans la phase du liquide amniotique, l'enfant est nourri en continu, en permanence, il est branché, il est connecté à sa maman. Ensuite, il passe à une phase d'alimentation par le lait maternel. Là, on n'est plus en continu. On est dans une phase où l'alimentation est fractionnée, mais à volonté. C'est-à-dire que l'enfant, qui avant était nourri en permanence, il va être nourri uniquement quand il tète, mais il faut qu'il puisse téter quand il en a besoin, quand il en a envie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un de l'extérieur qui va vouloir lui imposer des horaires pour le préparer à l'alimentation future, il va y avoir vraiment un choc entre les deux. Et un choc qui ne sera pas anodin au niveau de ses conséquences. Or, dans cette période de la vie, il y a quelque chose de très important qui se passe, il y a une production des neurones qui est absolument phénoménale. On construit des milliers, des milliers, des milliers de neurones en permanence, et c'est le contact entre la juxtaposition de cette profusion de neurones avec l'environnement extérieur qui va décider de l'avenir de ces neurones. C'est-à-dire que tous les neurones qui sont produits et qui sont utilisés vont être conservés. Mais ceux qui ne sont pas utilisés, ou qui ne sont plus utilisés, vont subir ce que les scientifiques appellent l'élagage synaptique. C'est-à-dire qu'il faut voir le foisonnement des neurones comme un arbre, et cet arbre, il y a des branches qui vont être utiles et d'autres qui ne vont pas être utilisées, et l'évolution, la nature a prévu de dégager ce qui ne sera pas utilisé. Et forcément, cette structuration psychique va devoir évoluer. Si cette évolution ne se passe pas, il y aura un bug à l'arrivée.
Parce que le psychisme infantile est adapté à un monde de certitude qui, du coup, devient obsolète. Hein, quand on n'a plus la maman pour se nourrir, il n'y a plus de certitude. Là, il va falloir se nourrir soi-même. Et on n'a pas de diététicien, on n'a pas de coach, on n'a rien du tout. C'est à ce moment-là que le psychisme adulte prend sa place. C'est-à-dire que les circuits neuronaux qui s'occupent de cette tâche, qui consiste à trouver les ressources alimentaires nécessaires à ma survie, eh bien, vont être renforcés. Et ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre que cet enseignement, il se fait entre 5 et 10 fois par jour. C'est réellement un sportif de haut niveau, qui passe ses journées à bosser et à faire ses gammes. C'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, que le psychisme adulte est entretenu par ce comportement alimentaire, adapté à un monde d'incertitude. Donc pour récapituler, dans la petite enfance, alors je vous rappelle que le travail de réflexion, je l'ai commencé il y a quelques années, et j'ai écrit 2 articles qui se terminent, notamment le premier, la régression psychique de l'humanité, où j'ai terminé l'article totalement désemparé parce que j'avais pas de solution, j'avais pas compris, j'avais pas vu qu'il y avait un bug et que ce que je faisais n'était là que pour rattraper un bug. Et j'avais le sentiment d'apporter une solution à un problème que personne ne pouvait voir. Dire comme vous dites, je mange cru, mais pourquoi tu manges cru? Ah, monsieur, parce que c'est mal de manger cuit. Non, je mange cru en sensoriel parce que je me suis fait avoir au départ. J'aurais dû, juste après mon sevrage, j'aurais dû manger comme ça. Et j'aurais dû acquérir un cerveau adapté pour le bonheur à vivre ça. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc, la petite enfance, entre-temps, j'ai compris des choses, et on récapitule avec le liquide amniotique, le lait maternel, qui sont des aliments résolument transformés par la mère, ce qui nous amène à l'obligation d'une transition alimentaire. Ça, c'est contrôlé par le paléocortex, et c'est toujours bon. Hein, c'est-à-dire que l'enfant, il est inenvisageable de vouloir lui faire téter ou consommer un liquide amniotique qui soit aussi mauvais qu'un sirop contre la toux. Si c'est pas bon, il ne pourra pas. On peut taper un enfant quand il est là pour le faire avaler du sirop pour le soigner de ce qu'on croit, etc. Mais on ne peut pas le faire avec un enfant, ou alors c'est dans une violence qui laisse des cicatrices, ce qui est la réalité. Donc nous voilà avec une alimentation transformée par la mère. L'histoire du câblage du psychisme infantile, qui pendant toute la petite enfance va prévaloir, et va permettre à l'enfant de profiter vraiment totalement de ce qui lui est offert. Voilà, l'enfant, il n'a rien à comprendre dans cette partie de sa vie. Il a juste à prendre. Et l'opposition entre prendre et comprendre est fondamentale. Parce que le comportement alimentaire du cueilleur va générer la volonté de comprendre, la nécessité, c'est une obligation. Il faut comprendre avant de prendre. Alors que dans la petite enfance, dans l'alimentation de la petite enfance, eh bien, il n'a pas besoin de comprendre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un schéma psychique dédié à ça. Ce schéma, il devient inutile et il doit disparaître. Et il disparaît si les choses se font dans l'ordre des choses. Mais si il ne disparaît pas et qu'il perdure, on imagine les problèmes. Donc le psychisme infantile est calé sur un mode affirmatif qui est tout à fait adapté à une vie de dépendance totale. Mais le monde d'après sera un monde d'incertitude, donc il faut que quelque chose se passe. On récapitule à nouveau. Le paléocortex qui commande, les aliments ce sont liquide amniotique, lait maternel, c'est toujours bon, c'est fabriqué par la mère. Et ça nous impose une transition alimentaire, naturelle. Personne n'a besoin de le calculer, de le prévoir, de l'enseigner. Dans cette transition alimentaire, les choses vont rester comme le paléocortex, hein, puisqu'il n'y a pas d'école, donc il faut absolument que le paléocortex prenne ça en charge. Les aliments changent totalement, on se retrouve avec des aliments natifs, je parle du cueilleur, hein,
Alors oui, les personnes qui n'ont pas suivi mon travail vont être un petit peu désemparées par tout ce que je raconte, mais il n'est pas trop tard pour aller jeter un coup d'œil, pour comprendre. On se retrouve donc avec un paléocortex aux commandes, exactement comme auparavant. On a un changement au niveau des aliments qui deviennent des aliments natifs. Natif, c'est un terme que j'ai emprunté à l'allergologie, qui avait besoin de qualifier des aliments qui n'ayant subi absolument aucune transformation, puisque c'est bien des aliments qui nous ont accompagnés dans cet état pendant des millions d'années. Donc on a les outils pour ce type d'aliments-là. Et quelque chose qui change considérablement, c'est que ces aliments, ils sont bons sous condition. Hein, ils n'ont pas de valeur en soi, ils n'ont de valeur que relativement aux besoins de l'organisme qui y est confronté. Du coup, le paléocortex, il est entretenu, il est modelé par l'usage intensif du sensoriel dans cette période de la vie. L'enfant se retrouve à effectivement devoir tous les jours procéder à cet exercice-là qui lui permet de remplacer le boulot que faisait la mère avant. Et ça, c'est ça qui conduit à un psychisme d'adulte interrogatif. Et c'est ce psychisme qui a accompagné nos ancêtres pendant des millions d'années depuis que nous nous sommes séparés des chimpanzés. C'est-à-dire pendant 5 à 6 millions d'années, 6 millions d'années, oui, eh bien nos ancêtres, ils ont été animés par l'âme du cueilleur, et on voit le résultat, on le sait que le résultat n'a absolument pas abîmé la Terre, ne s'est pas fait au détriment d'autres espèces animales, l'équilibre a été maintenu, gardé. On est dans une alimentation sensorielle. Maintenant, on va regarder le deuxième destin. On a les mêmes conditions, toujours bon, liquide amniotique, lait maternel, c'est toujours le paléocortex, mais on n'a pas de transition alimentaire là. Et à la place de cette transition alimentaire naturelle, on se retrouve avec des aliments transformés pour être toujours bons, et ça c'est fait par le néocortex. C'est-à-dire que le néocortex récent, qui date de 200 000 ans à peu près, enfin pour son développement extrême, s'est occupé des choses de la nature. Hein. La culture s'occupe de la nature, mais la culture, elle n'y connaît rien à la nature. Mais elle a des outils, et ces outils permettent de se passer de cette transition alimentaire et de remplacer l'accès à des aliments qui sont conditionnels par des aliments qui sont transformés pour être toujours bons de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que c'est le cuisinier qui va utiliser le plaisir. Alors ça, c'est une phrase que j'ai trouvée hier. Pour le cuisinier, le plaisir est un ingrédient. Je vais, quelle que soit la préparation que je vais faire, je vais me débrouiller pour y mettre une pincée de plaisir pour arriver à le faire consommer, mais il n'y a pas de fonction derrière. La seule fonction, c'est le plaisir. Et le paléocortex, il est forcément trompé par l'usage intensif du transformé, puisque à chaque expérience, ça se reproduit, et je me retrouve à nouveau avec des idées de la petite enfance, où dès que j'approche de quelque chose, quoi qu'il se passe, quand je mange, waouh, c'est bon. Et là, je me retrouve dans l'enfance, je me retrouve dans le paradis perdu du coup. Et donc il y a des connexions qui se font. Pourquoi le paradis perdu? C'est quoi le paradis perdu? Le paradis perdu, c'est que je suis sûr de me régaler. Tout est fait pour le plaisir. Il n'y a que le plaisir qui compte. La fonction est oubliée par les fabrications, à cause de la fabrication de ce plaisir par le paléocortex. On se retrouve avec une persistance du psychisme infantile affirmatif tout au long de la vie. À partir du moment où on rate la transition, on reste un enfant et on recherche quelque chose qui aurait dû disparaître. Le psychisme infantile affirmatif persistant, eh bien, ça fait quelques milliers d'années qu'on le subit. Et en ces quelques milliers d'années, on a réussi à entraîner des conséquences à l'échelle planétaire. Donc on peut visualiser les deux destinées avec un psychisme adulte interrogatif qui a permis à nos ancêtres de traverser des millions d'années sans toucher vraiment un cheveu de l'équilibre de la Terre. Et puis une deuxième situation
où en quelques milliers d'années, le psychisme infantile affirmatif persistant a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui, simplement en quelques milliers d'années, puisque les choses ont vraiment commencé au néolithique, avec l'arrivée des premières civilisations, qui ont été produites par des psychismes infantiles, même si on a des traces au paléolithique, avec les Vénus stéatopygiques, qui nous montrent qu'il y a eu un problème d'obésité, d'alimentation, une nécessité de réguler l'alimentation à cette époque-là. Sauf que tout n'est pas perdu, parce que l'âme du cueilleur, dont je commence à vous parler, qui est animée donc par cet état psychique, est spontanément engendrée par la pratique du comportement alimentaire du cueilleur. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Le cueilleur, ça ne s'apprend pas, ça se vit. On se met dans des conditions, on se met à sa place normale, et on génère la pensée et l'âme du cueilleur, simplement en suivant ce que le paléocortex a mis en place. Et de reconnaître que même si cette transition ne se réalise pas dans la petite enfance, eh bien tout n'est pas perdu. Il est possible de la faire redémarrer, quel que soit son âge, à une condition, c'est de savoir utiliser cette fois son néocortex. Depuis le début, je vous parle du néocortex qui est venu mettre la panique dans notre histoire. Eh bien, puisque le néocortex il a cette capacité, il a eu la capacité de faire le désordre, maintenant on va lui demander de remettre de l'ordre. Alors remettre de l'ordre, ça veut dire recréer les conditions qui permettent aux outils sensoriels extraordinaires que nous avons en nous de s'exprimer. Ici sont les outils. On les a oubliés, c'est totalement supplanté par le culinaire, mais il suffit de se mettre dans l'environnement pour remettre la machine en marche et réaliser cette transition alimentaire qui va changer votre vie, la vie de votre entourage et la vie du monde entier. Ce qu'il faut, c'est désapprendre ce qu'on a fait et qui a foutu en l'air ce que la nature a mis des millions d'années à construire. Donc voilà le travail maintenant qui s'ouvre à nous, tout en sachant que si le monoaliment sensoriel est le plus puissant incubateur de l'âme du cueilleur, il n'en reste pas moins qu'il suffit de commencer à manger cru pour qu'il y ait tout de suite une bascule vers l'alimentation et la pensée sensorielle. Il suffit de commencer pour commencer à en profiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans la tête « Waouh, il va falloir que je sois un cueilleur pour ressentir un impact sur mon psychisme, etc. » Non, il y a juste à avancer dans une direction et le fait d'être en marche donne déjà des résultats. Et c'est ça qui est formidable. Et on en a vraiment le témoignage. Les personnes qui commencent à la cuisine, qui commencent à mettre des jus, tout ça, ils en ressentent un bienfait important, c'est une réalité. Donc pour arriver à ce résultat, maintenant, il va falloir rechercher le meilleur et éviter le pire. Alors, ça consiste à récupérer l'approche sensorielle de l'alimentation. Ça, on va le garder. On va le remettre en fonction. Et on va interroger, remettre en fonction l'interrogation de l'alimentation sensorielle. D'un autre côté, on va procéder à l'âge adulte, quand la personne le souhaite, à une transition alimentaire du transformé vers le non transformé. Et il y a une petite bricole qu'il faut que je vous montre, c'est cette deuxième flèche-là, qu'on ne retrouve pas là-bas, parce que ce qu'on va faire ici ne nous permettra absolument pas d'améliorer ce qu'il y avait avant. Alors que là, maintenant, on va revenir armé de cette connaissance pour améliorer ce qui a remplacé l'alimentation sensorielle. Donc on va ajouter les deux, la transition alimentaire et l'approche sensorielle. On se remet exactement dans la situation post-sevrage, où il faut que je mange, j'ai un outil pour manger, c'est l'approche sensorielle, interrogative, et j'ai besoin de faire une transition pour basculer de l'alimentation transformée de la mère vers une alimentation non transformée. On refait la même chose, c'est la session de rattrapage et on se retrouve avec la capacité de
recréer l'état interrogatif, d'accéder à un psychisme d'adulte et de goûter la sérénité du cueilleur. Et ça, c'est l'alimentation nouvelle, pour le meilleur et sans le pire. C'est exactement ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, augmentée de la découverte que j'ai faite grâce à Fruitstock lorsque j'ai construit ce PowerPoint. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à avancer des conclusions. On est bien obligé de constater que toutes les civilisations ont été élaborées par des adultes dotés d'un psychisme d'enfant. J'en fais un petit peu des caisses en le présentant comme ça, mais oui, les civilisations ont été élaborées par des enfants et pour des enfants. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, il est exactement de la même façon, il est dirigé par des enfants et pour des enfants. Mais il n'y a pas d'âge pour grandir, et c'est ça la nouveauté. C'est possible à n'importe quel moment. C'est uniquement le comportement alimentaire qui va décider de ça. Sans coach extérieur, sans etc. L'appel du néocortex, il est là pour remettre les conditions de façon à pouvoir laisser exprimer ce qu'il y a en nous et qui a mis des millions d'années à se peaufiner. Et c'est vachement simple, en fait. C'est une valse à 3 temps. Et chaque fois qu'un temps est franchi, on avance vers l'âme du cueilleur. Limiter les transformations culinaires. Les limiter dans leur gravité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des transformations qui sont bénignes et il y en a qui sont très très graves. Mais quand on limite les transformations, et on en retrouve l'illustration avec le jeûne, parce que quand on parle de jeûner, tout le monde comprend que c'est cesser de s'alimenter, alors que c'est faux. La phrase n'est pas terminée. Jeûner, c'est arrêter de manger des aliments transformés que tout le monde mange depuis toujours, etc. Et donc, c'est un truc invisible. C'est un truc invisible, mais les transformations, dès qu'on les limite, on redonne un gain de santé extraordinaire à l'organisme. Même si l'organisme ne mange pas autre chose. Même si l'organisme fait des cures de raisin, il va se limiter à manger un seul aliment. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il ne fait pas du coup. S'il mange un seul aliment, non transformé, ça veut dire qu'il a arrêté de manger tous les autres transformés. Et donc c'est extrêmement important de comprendre qu'on peut faire n'importe quoi sauf du transformé, on va en ressentir du bienfait. C'est pour ça que chaque personne qui fait un pas vers le mieux va le comparer avec ce qu'il y avait avant, et il va dire « Waouh, j'ai trouvé la solution !» Il suffit de manger comme ceci pour qu'il y ait une amélioration. Il suffit de manger ma recette et puis on arrive au résultat. Et sans absolument aucune conscience que c'est uniquement le fait de ne pas manger d'aliments transformés qui donne le résultat. Donc on peut très mal manger cru et en ressentir des bienfaits. Donc le premier truc, c'est limiter les transformations. Ça, c'est yes. On lève le bras, on gagne des choses énormes. On augmente le cru dans sa plage alimentaire. Là aussi, on ajoute quelque chose qui nous fait basculer vers le monde sensoriel. Et puis, on s'engage dans le sensoriel pour récupérer les armes du sensoriel avec l'intention de les utiliser par la suite. Et vous allez voir comment. Donc les 3 commandes qui sont à vous, vous en avez la maîtrise, c'est vous qui pouvez décider ça. D'en faire un seul, ça ne sera pas génial. Il est impératif de faire les 3 pour avoir l'alimentation nouvelle. Et puis, autre chose qui est important, c'est qu'avec cette approche, chacun fait comme il veut, comme il peut, mais en conscience. Si j'ai pas l'argent pour avoir la plage alimentaire, je fais pour le mieux, je ne suis pas au top, mais je sais que ce que je fais, c'est la moins pire des solutions. Et comme je vous le disais, dès les premiers bords en mer de la transition, au moment où vous allez tenter d'acquérir les outils qui vous serviront à fractionner votre transition et à la réutiliser par la suite, les premiers bords dans la mer de transition, ça suffit pour sentir les voiles se gonfler et frémir sous la caresse du vent. Il n'y a pas besoin d'aller au cueilleur intégral. Dès qu'on commence, ça marche. Et parfois, dans votre vie, des conditions particulières vous permettront de rassembler toutes les conditions
pour que vous puissiez fonctionner comme un cueilleur. Il suffit de 1 semaine pour sentir renaître en vous, sentir renaître en vous, vous. Et c'est absolument choquant la première fois que ça vous arrive, parce que on a fini par s'habituer à l'inconfort de notre situation. Et ce qui m'est arrivé à Pargo il y a 35 ans, quand par le plus grand des hasards, j'ai été amené à manger comme un cueilleur, sans ignorant tout des mécanismes sous-jacents, j'ai eu vraiment un shoot de cueilleur pendant 1 semaine, alors que j'étais à la fin d'abandonner mon histoire avec la sclérose en plaques qui me rabaissait, j'allais capituler. Et là, je me suis pris un boost, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Ça a été un choc profond qui, à ce moment-là, a déterminé toute ma vie. J'allais consacrer ma vie à comprendre ce qui s'était passé, parce que ce n'était pas à moi, j'avais rien d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui appartenait à l'ensemble des hommes. Et il fallait que je comprenne, que je traduise, que je puisse le transmettre pour le partager avec tout le monde. Donc je vous le souhaite, de rencontrer, de passer du temps dans cette connexion du cueilleur, c'est absolument magique. Donc en conclusion, la découverte du bug de la transition, qui apporte quelque chose de nouveau par rapport à mon idée initiale de vous parler de l'alimentation nouvelle. La découverte du bug de la transition légitime de façon magistrale la remise en question de l'alimentation mentale. Et si on n'a pas ça, eh bien, on est effectivement désarmé pour dialoguer avec l'autre monde. Et cette découverte appelle à une transition alimentaire de rattrapage dont je vous ai parlé. Et le truc formidable, c'est que, voilà, j'ai compris, notre psychisme est façonné par notre comportement alimentaire. Et notre comportement alimentaire, c'est le fameux entraînement de haut niveau, de sportifs de haut niveau. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on alimente et on nourrit cet esprit du cueilleur. Elle est là, la botte secrète du cueilleur. Et elle est au service du corps. Ça, tout le monde le sait, on court tous après la santé. Et tous ces comportements alimentaires, tous ces régimes, ils sont là au service du corps, sans avoir vraiment conscience que le corps et l'esprit, c'est la même chose. Donc en avançant pour le corps, on apporte quelque chose d'absolument énorme à l'esprit. Et l'esprit, c'est celui qui apprécie la vie, c'est lui qui ressent le bonheur. Alors il y a quelque chose qui s'impose là. C'est que la sagesse sensorielle du cueilleur, c'est absolument merveilleux quand on la découvre, mais quand on la découvre, il faut absolument mettre la priorité à l'humilité. Je la découvre, je ne deviens pas ça. Mais par contre, je reçois le devoir de le transmettre. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Pour mettre en forme tout ce que je vous ai expliqué avec 2 approches. On a une approche sensorielle et puis une approche avec l'alimentation transformée qu'on verra ensuite. Donc ça, c'est ce que j'ai développé dans la formation en ligne. On part du cueilleur d'autrefois, des conditions. On transpose toutes les conditions du cueilleur, c'est-à-dire la connaissance des catégories alimentaires, les arrêts et les appels sensoriels spécifiques à chaque catégorie, ce qui montre bien qu'on ne peut pas comparer des aliments qui ne sont pas de la même catégorie de disponibilité, sinon on est sûr de perdre. Donc là, cet état interrogatif, on est obligé de l'introduire de façon à en sortir des élus, c'est-à-dire que la chasse au plaisir vrai est animée par cette démarche. Avec ces élections, avec les évaluations sensorielles que je propose, il y en a 2, il y a l'évaluation sensorielle de reconnexion, quand on part du monde culinaire, où on n'a aucune connexion absolument avec notre plage alimentaire originelle. Donc on est obligé de partir par catégorie. On va prendre la catégorie des permanents, on va en prendre 10, 15, et on va faire une évaluation sensorielle qui va pouvoir me permettre de reconnecter pour savoir quels sont les légumes dont j'ai besoin en ce moment. On est obligé de passer par ça, mais dans la nature, le cueilleur, il vit dedans.
hein, c'est-à-dire que les aliments aléatoires, ben, ils sont aléatoires de force, on n'a pas besoin de faire une catégorie. Ceux qui sont saisonniers, ils sont saisonniers. Alors que nous, on est obligé de recréer ça de façon artificielle. Alors on peut dire, oui mais c'est le néocortex. Ben oui, c'est le néocortex qui répare, parce que c'est le néocortex qui a cassé. Donc on peut lui demander, on a le droit de lui demander ça. On ne peut pas lui demander de se mêler de ce que la nature a fait, parce qu'il ne sait pas le faire, mais on peut lui demander de s'occuper de réparer ce qu'il a cassé. Donc ces évaluations sensorielles sont là pour nous reconnecter de façon à retrouver cet esprit du cueilleur. À partir du moment où on a ces élus, on a nos amoureux dans chaque catégorie, eh bien, la pratique du cueilleur est tout à fait possible. On sait comment ça marche, on peut le faire. Donc chaque fois qu'on a l'occasion, on va pouvoir faire un jour, une journée, ou quelques prises alimentaires dans la journée, ou alors pendant une semaine, vraiment recourir au monoaliment des élus du cueilleur. Et on fait renaître en nous cette capacité interrogative qui est si riche et qui est si puissante dans notre histoire, puisqu'elle nous a permis d'arriver jusqu'à nous, et ça a duré des millions et des millions d'années. Mais parallèlement à cette démarche, il faut aussi faire une démarche au niveau de l'alimentation transformée actuelle, avec deux axes principaux. Deux transitions alimentaires donc, concernant la transformation et concernant le cru. Alors, une transition alimentaire pour se diriger vers des aliments, vers moins de transformation, c'est d'ailleurs des transformations moins graves en qualité et moins importantes en quantité. Et le deuxième volet, c'est d'augmenter le cru. Même si c'est du cru transformé, c'est-à-dire que c'est du mélange, c'est de la salade composée, on met une sauce, on fait de la cuisine, tout ça. Le mental intervient forcément, puisque le plaisir, il n'est pas trouvé par le sensoriel. Il n'y a pas la tête chercheuse qui va chercher le plaisir qui correspond à mon besoin. Donc le plaisir, il faut le fabriquer. Et le fabriquer en restant dans le cru, ben, c'est les mêmes recettes. Hein, c'est-à-dire qu'on va maquiller avec des sauces, ou en mélangeant dans un jus, on va mettre le truc qu'il faut, parce que le néocortex me dit qu'il faut ceci et cela, mais comme c'est dégueulasse, on va rajouter autre chose pour le camoufler, et on sera tranquille sur le plan du néocortex, mais on sera loin de la vérité possible si on récupère ces outils. Donc, on prend le sensoriel, moins de transformé, plus de cru, quelle que soit sa qualité, et ensuite, on arrive avec l'alimentation nouvelle dans cette partie du schéma où on va réinjecter, c'est-à-dire j'ai appris le cru transformé, maintenant je vais lui appliquer la connaissance sensorielle et faire de ce cru transformé un cru merveilleux. C'est-à-dire que je ne ferai plus jamais de jus à l'aveugle, dicté par le néocortex, ni de salade composée où je mélange tous les restes que j'arrive pas à manger tout seul, ça on le fera plus. Et même pour les aliments moins transformés que je vais être amené à consommer, si je veux naviguer sur toutes les mers, pour aller visiter mon passé, le vécu, la famille, enfin tout ce que j'ai mémorisé, je vais pouvoir le faire avec la bonne voilure. C'est-à-dire que le moins transformé vers lequel je vais me diriger va prendre en compte l'approche sensorielle et les élus, ce qui me fait du bien et ce qui me fait du mal, que je vais pouvoir mettre de côté. Et le troisième point, c'est effectivement, lorsqu'on est amené à des situations absolument exceptionnelles, à se retrouver invité à un repas au Georges V pour les 30 ans de mariage de la belle famille, etc., eh bien, on ira avec cette conscience. On le fera peut-être totalement, mais en connaissance, en sachant la valeur sociale qu'il y a derrière, l'importance que ça a par rapport à sa vie, et en sachant que en réponse à cet écart énorme que j'ai envie de faire pour des tas de raisons, j'ai plein de parades. J'ai plein de parades parce que je sais le cueilleur. Je me tape 3 jours de cueilleur pur après avoir fait une orgie alimentaire et je remets les pendules à l'heure, mais très très facilement. Je vous ai donc parlé du passé et du présent et maintenant j'ai envie de vous parler de l'avenir du cueilleur. Mon histoire, vous la connaissez, enfin ceux qui la connaissent savent que j'entretiens des liens extrêmement profonds avec le cueilleur. Il m'accompagne depuis très très longtemps et j'ai même parfois un lien quasi identitaire avec le cueilleur
qui me fait, j'ai envie de vous raconter cette petite anecdote qui est en même temps ridicule et qui dit tellement de choses. J'arrive même tellement à me mettre du côté du cueilleur que cette pensée saugrenue m'est venue. Si un transformé voit un cueilleur et lui présente ça et lui dit « Qu'est-ce que c'est pour toi ça ?» Et le cueilleur, la réponse du cueilleur, elle est épatante, elle m'a bluffé, moi aussi. La réponse du cueilleur, c'est « Ça, c'est une main étanche. » C'est une main étanche. C'est-à-dire que le cueilleur, quand il boit, il boit avec une main. Il n'a jamais bu, pendant des millions d'années, il n'a jamais bu dans la tête comme ça tous les jours avec une bouteille. Le cueilleur, il prend sa main, il met de l'eau dedans et il boit. C'est un peu gênant, c'est pas étanche, c'est une fuite. Donc tout ce que le cueilleur voit, il dit ben c'est une main étanche, ça me permet de boire sans faire tomber d'eau. Et c'est un point de vue qui est tout à fait, c'est ridicule quoi, c'est ça. Mais ça dénote quelque chose de mon imprégnation du cueilleur. J'ai des petits gestes de la vie, de compréhension qui me viennent et je sens qu'il y a quelque chose de quasi identitaire dans certains domaines avec le cueilleur. C'est un lien tellement profond que je peux difficilement oublier l'avenir. Hein. Personne n'est éternel, moi le premier, mais le cueilleur, lui, il l'est. Mais il va falloir que je pense maintenant à l'après, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais transmettre, qu'est-ce que je vais laisser. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler maintenant. Les cueilleurs sont à l'espèce humaine ce que les Indiens sont aux Américains. C'est-à-dire qu'il y a une identité du peuple originel qui a été bafouée par le peuple qui est arrivé ensuite. Et la compréhension de ce que je vous raconte actuellement nous permet d'envisager de changer le cours des choses. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans s'il le faut, l'homme devra réhabiliter la conscience de sa véritable nature. Un jour ça arrivera. Et pour ça, il faut larguer les amarres. J'aimerais fonder la première réserve des cueilleurs. Ce serait une magnifique goélette qui pourrait accueillir tous les matelots en partance pour la connaissance d'eux-mêmes. J'aimerais rassembler un équipage de matelots ayant compris le cueilleur et sachant manœuvrer cette goélette pour qu'elle frémisse à nouveau dans le vent des alizés de la vie. Parce que c'est ça que j'ai trouvé en découvrant le cueilleur. Et ça, j'aimerais que ça se fasse en attendant que toutes les mers soient peuplées d'armadas de goélettes frémissantes. C'est quelque chose qui vient de naître. C'est quelque chose qui nous appartient, qui appartient à l'espèce humaine, qui n'est pas évident de percevoir, de comprendre, mais il faut commencer. Et c'est ce que je veux commencer aujourd'hui bientôt. Une fois que j'aurai terminé la formation en ligne sur l'alimentation nouvelle, je procéderai à la mise à l'eau de cette goélette, que j'appellerai la goélette des cueilleurs, bien sûr. Dans l'espoir qu'un jour, elle puisse mouiller son ancre dans une île aux bras ouverts et que renaisse la terre sacrée des cueilleurs. La porte vient de se refermer sur cette conférence et je vous dis à bientôt à tous.